Europe Soir. 18h53, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est une spécialiste de l'Irak qui est avec nous ce soir. Bonsoir Myriam Benrad. Bonsoir. Vous êtes chercheuse aux séries, vous assistez comme nous avec inquiétude à la percée des djihadistes en Irak qui contrôlent maintenant la plus grande partie du pays sunnite au nord de Bagdad. Est-ce que selon vous, on est en train d'assister aujourd'hui à l'éclatement de l'Irak ? Oui, il y a un processus de morcellement du territoire irakien qui en réalité a commencé en 2003 au moment de la guerre, de l'invasion américaine et qui s'est exacerbé au fur et à mesure du temps. Et on voit aujourd'hui avec cette offensive qu'il y a de fait une fragmentation de l'Irak autour donc d'un djihadistan, comme l'appelait Laurent Fabius, sunnite, que cet État islamique compte créer sur un certain nombre de provinces. On a une région autonome kurde au nord qui, elle, veut accroître cette autonomie, voire jusqu'à aller jusqu'à l'indépendance, qui n'est pas encore officielle, mais enfin, les Kurdes vont certainement prendre fait et cause de cette offensive pour accroître cette autonomie. Et on a au sud des chiites qui eux-mêmes sont contre la recentralisation, la reconcentration du pouvoir par Nouri al-Maliki. Ça, c'est un point qu'on mentionne peu. Donc, en fait, on a On a trois Irak. On a l'Irak Chirac au sud, l'Irak kurde au nord. Et Bagdad, qui finalement devient aujourd'hui une espèce de sanctuaire isolé, même si l'ayatollah Sistani a appelé les chiites à justement aller combattre cet État islamique dans la capitale. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer les succès militaires remportés donc, par ces djihadistes, par l'État islamique en Irak et au Levant, parce qu'ils sont allés très très vite. Alors ils sont allés très vite, en même temps c'est des combattants aguerris au djihad, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le terrain, ils ont combattu l'armée américaine, depuis le retrait des Américains, ils combattent le gouvernement, ses symboles, avec des campagnes d'attentats régulières, ce sont des combattants très entraînés, on l'a vu avec la désertion de l'armée irakienne et des forces de sécurité, et ils sont déterminés, ils iront jusqu'au bout. Et ça, c'est très clair dans la propagande filmographique et écrite du groupe qui a décidé d'en découdre avec le gouvernement, avec le legs américain dans le pays et de créer un État islamique qui sera le prélude à la restauration d'un califat en Irak, en Syrie et au-delà. Oui, parce que c'est ça qu'il faut rappeler, cet État islamique en Irak et au Levant, ils étaient déjà en Syrie, ce sont eux qui ont pris notamment des dizaines d'otages dont nos amis d'Europe 1, sont des radicaux sunnites. C'est quoi leur rêve ? C'est d'éliminer définitivement tous les chiites de la région ? Alors, ils sont présents en Syrie, mais la base, c'est l'Irak, puisqu'ils sont apparus en Irak au moment donc, de cette invasion militaire américaine. Ils ont proclamé cet État islamique en 2006, qui ensuite est devenu État islamique d'Irak et du Levant lorsqu'ils ont fait cause commune avec les combattants en Syrie. Et leur objectif est un objectif qui est multiple. Bon, d'une part, l'élimination des chiites, on le voit, puisque toute la rhétorique du groupe est confessionnelle. Il faut se débarrasser des chiites pour justement restaurer ce califat sunnite. Dans un deuxième temps, on va s'en prendre à Israël, qui reste quand même une cible prioritaire, aux intérêts de l'Occident. Et la troisième cible, c'est les régimes en place, qui ne sont pas seulement... il y a le régime d'Al-Maliki, qui est un régime chiite, donc qui tombe sous le coup de la rhétorique confessionnelle, comme je disais, du groupe. Mais en même temps, les régimes au sens plus large sont considérés comme des régimes mécréants et qui font obstacle justement à ce califat. Donc il y a un certain nombre de priorités, mais dans l'immédiat, ce groupe se caractérise par son fort discours confessionnel anti-chiite qui consiste donc aujourd'hui à vouloir conquérir Bagdad, au-delà l'Irak, le Golfe, la Palestine, enfin le Levant, et à encore une fois restaurer un califat sunnite pur, le califat des origines. Alors tout ça est extrêmement inquiétant. On imagine qu'il y a deux grands pays qui ne peuvent pas ne rien faire. C'est l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Il y a un risque d'embrasement jusqu'à l'Arabie saoudite, jusqu'à l'Iran ? Alors l'Iran, très clairement, est dans une logique de réaction, a déjà envoyé un certain nombre de commandants militaires sur le terrain. Il y a quelques jours, 1 ou 2 jours, on a eu le premier martyr Pasdar sur le terrain, donc qui donne la preuve que les Pasdaran sont déjà sur le terrain. Depuis des années, l'Iran finance les milices chiites irakiennes, dont certaines se sont exportées vers la Syrie pour combattre aux côtés d'Al-Assad. Et le phénomène intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un recentrage vers l'Irak, puisque les Iraniens ont rappelé un certain nombre de combattants vers la base irakienne, justement, pour faire face à l'État islamique.
Donc l'Iran est dans une logique, elle aussi, quelque part, jusqu'au boutiste. Ils ne laisseront pas les clés de l'Irak à l'État islamique. Les enjeux sont trop grands. Il y a la Syrie voisine, il y a évidemment le Hezbollah au Liban. Et du côté des pétromonarchies du Golfe, eh bien, le rapprochement avec les États-Unis, Iran-États-Unis, a créé un certain nombre de remous. En même temps, ces monarchies du Golfe, elles financent un certain nombre de groupes, mais l'État islamique, pour sa part, est assez largement indépendant. Et il y aura une réaction des Saoudiens, y compris en termes de diplomatie régionale et de dialogue avec l'Iran, le jour où les Saoudiens seront directement concernés. Et à ce titre, il y a beaucoup de Saoudiens qui sont dans ces groupes djihadistes. La majorité d'ailleurs des djihadistes étrangers en Irak arabes étaient saoudiens. Et pour l'instant, on a l'impression que l'Arabie saoudite s'accommode finalement bien du fait que ses combattants soient à l'extérieur. Mais ça ne fait pas de l'Arabie saoudite pour autant, encore une fois, un sanctuaire. Ça ne la protège pas sur le long terme. Et nous, les Européens, qu'est-ce qu'on peut faire? On avait David Cameron hier, l'anglais, qui disait on ne peut pas rester indifférent parce qu'un jour, ils vont nous attaquer, ces gens-là. On a l'Élysée ce soir qui se dit prêt à contribuer à la lutte contre les djihadistes. On peut vraiment faire quelque chose? Ou on va assister à tout ça? Il y a un dilemme, l'intervention ou le laisser-faire. On le voit, si on prend le cas d'Obama, Obama a reviré de l'interventionnisme forcené qui était celui de Bush vers le laisser-faire total. En réalité, ça ne fonctionne pas non plus. Les solutions en Irak comme en Syrie seront politiques. Irakiennes et syriennes, elles seront aussi régionales, comme je dis, à travers un dialogue notamment entre l'Iran et un certain nombre de puissances sunnites. Le laisser-faire ne pourra pas de toute façon continuer. Alors, est-ce que ça passe par un appui diplomatique, politique plus grand à une solution politique? Peut-être, mais dans l'immédiat, malheureusement, on le voit, on est plutôt dans une logique de confrontation militaire qui pourrait durer. Mais l'Occident devra, s'en mêler et ne plus être sur cette position de désengagement total face au Moyen-Orient. Merci beaucoup. Myriam Benrad, chercheuse aux séries invitée d'Europe 1 Soir.